Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Naya Télévision. L'actualité est densément marquée par l'élection du président de la République Paul Biya pour un nouveau mandat. C'est le 8e consécutif après 43 ans de règne. Beaucoup a été fait sur le terrain malgré les contestations dans la rue. Et nous avons comme invité l'un des soutiens de fer du président de la République sortant et entrant. Notre invité est le président national du PADEC. Jean de Dieu Momo, bonjour. Bonjour, Monsieur Kamga. J'ai eu envie de dire Monsieur le Président du PADEC, oui. Ce parti politique qui, parmi une trentaine d'autres, a soutenu mordicus la candidature du président Paul Biya. Vous étiez au Conseil constitutionnel le 27 octobre dernier, pendant que le président Clément Atangana et ses collègues rendaient donc les résultats de cette élection présidentielle et votre candidat est arrivé avec 53,66%. Comment est-ce que vous avez accueilli ces résultats? Avec soulagement et avec joie. Parce que je me suis donné à fond pour cette élection. Nous nous sommes donnés à fond, devrais-je dire, c'est-à-dire le PADEC et tous ses militants et sympathisants. Nous nous sommes véritablement impliqués. Et c'est le lieu de remercier tous mes militants, vraiment de s'être déployés sur le terrain. Je voudrais remercier spécialement aussi ma famille, parce que toute ma famille s'est impliquée. Ma famille est devenue politicienne à l'occasion. Nous avons pris cette élection comme si c'était la nôtre propre. Nous avons pris comme si moi-même j'étais candidat. Et donc, tous mes militants se sont véritablement déployés sur le terrain. Nous avons battu campagne dans 7 régions sur 10. Moi-même, j'ai conduit les militants dans 5 régions sur 10, personnellement. Dans 7 régions, c'est-à-dire l'extrême nord, notre coordonnateur de Kousséri, qui a fait un excellent travail, de Kousséri à Maroua, c'est lui qui a accueilli le chef de l'État à Maroua, puisque nous n'avons pas pu faire le déplacement. Le coordonnateur des jeunes du PADEC, ici dans le centre, a également fait un excellent travail dans les arrondissements. Il y a des 5, il y a des 6, il y a des 7, il y a des 4, avec l'autre coordonnateur, Koulou. Donc ils sont vraiment, et moi j'apprécie beaucoup ceux des Bolova. Vous savez, j'ai commencé ma carrière à Ibolova et donc je suis dans le quartier Bamileke à Ibolova, à Mekalat. Et donc mes partisans, mes sympathisants et mes militants ont battu campagne là-bas. Ma petite sœur est installée là-bas, elle est mariée là-bas à l'âge de 18 ans. Elle a 63 ans aujourd'hui. Donc, vous comprenez que elle a, avec toute sa progéniture, toutes ces réunions de femmes et d'hommes, avec son mari, ils étaient vraiment impliqués auprès du... Moi-même, personnellement, j'ai donc conduit dans 5 régions. Je suis allé d'abord au centre, accompagner le ministre Mbagaboa. Ensuite, j'ai commencé par le littoral pour accompagner le ministre d'État, Laurent Esso. Ensuite, je suis allé à Bomban, dans l'Est, pour accompagner le ministre Joseph Lé, toujours avec mes militants déployés sur le terrain là-bas. Après, je suis allé au littoral au moins 3 fois. 3 fois au moins au littoral. Après, je suis descendu à l'Ouest, à Tcham, parce qu'il y avait le besoin qui se faisait sentir. Vous savez, je suis dans une ville estudiantine, Natchan. C'est une ville contestataire. C'est une ville où il y a plein de gens qui viennent de partout et se mêlent. Et donc, il y a une forte opposition là-bas. Je peux modestement dire que j'ai contribué à réduire cette opposition. Même si on a perdu dans la Menoie, on l'a vraiment perdu de très peu. On l'a perdu de très peu. La différence, la distance n'est pas grande. Donc, grosso modo, à l'ouest, quand même, la Menoie sort 4e. 4e. C'est pas reluisant, mais je pense que nous avons été utiles. En dehors du PADEC, vous avez mobilisé à vos côtés d'autres acteurs de la politique, d'autres responsables de partis politiques. Le président Paul Biya s'en sort officiellement avec 53%. Avec cette forte mobilisation, vous, est-ce que vous ne vous dites pas qu'au fond, vous avez
perdu, puisque depuis 1992, on n'a plus eu un score aussi bas. Voilà, oui, ça c'est le constat. Nous avons, le président Paul Biya a perdu 18% de son électorat de 2018. Il est parti de 71% à 53%, c'est pratiquement 18%. Donc oui, nous devons tirer les leçons, n'est-ce pas, du mécontentement qui est de la défection aussi de nos soutiens, de certains de nos soutiens. J'ai essayé de déployer toute mon énergie pour combler ce gap. Je suis très heureux d'y avoir réussi. Ma crainte, c'était qu'on perde l'élection. Parce que, à moins 6 jours de l'élection, j'ai vu un engouement populaire dans certains départements pour le candidat Issa Chiroma. Et moi, je l'avais déjà annoncé d'ailleurs. Je l'avais pressenti. J'avais dit, si l'opposition réunie réussit à faire une unité autour d'une candidature, on devait avoir de la difficulté. Donc, ça s'est précisé. Je pense que l'opposition a perdu cette bataille électorale parce qu'elle s'y est prise tard. Elle s'y est prise véritablement 6 jours avant le vote. Alors, imaginez que cette opposition se soit unie autour de Issa Chiroma 1 mois à l'avance. La majorité présidentielle aurait eu beaucoup de difficultés. Alors, peut-être même elle aurait perdu. Parce qu'ils auraient eu le temps de s'organiser. Quelques jours avant le contentieux préélectoral, nous étions ici pour vous interviewer, toujours sur la question de la présidentielle, et vous vous réjouissiez de l'éventualité de l'élimination de la candidature de Maurice Kamto, et vous disiez encore en ce moment, ça nous permettra, nous, de la majorité présidentielle, de grappiller davantage de l'électorat pour pouvoir donner un score à la soviétique au président Paul Biya. Et quelques temps après, cette candidature est rejetée, Chiroma arrive un peu comme venant de nulle part. Est-ce que là, on va dire un peu comme au quartier, qu'il vous a feinté? Disons que à ce moment-là, le seul opposant d'envergure, c'était Maurice Kamto. Il ne faut pas le cacher. Il était deuxième à la présidentielle 2018. C'était le candidat qui avait le plus de favoris. Dans son élimination, et j'ai abondamment abordé la question, permettait qu'il y ait une plus grande visibilité, qu'on n'ait pas un véritable opposant en face, c'est-à-dire quelqu'un d'envergure, de son envergure. Et M. Issa Chiroma a bénéficié de son électorat, en fait. C'est-à-dire un électorat fâché, furieux du rejet de la candidature de son candidat. Et qui a dit, bon, on va choisir on tombe tous derrière une seule personne. Vous avez vu que lorsque la campagne a commencé, il y a eu une période de tergiversation. Ils ont tergiversé pendant pratiquement plus de 10 jours. C'est donc à la dernière ligne que ça a basculé dans le camp de Issa Chiroma. Avant, c'était, est-ce qu'on va choisir Bello Bouba? Est-ce qu'on va choisir... C'était d'ailleurs Bello Bouba qui était le favori. Mais j'apprends que lui, il voulait faire une transition de 5 ans. Et Issa Chiroma a proposé une transition de 3 ans. Issa Chiroma a dit qu'il est malade, parce qu'il est malade. Il a 80 ans, il est malade. Il a dit, je ne peux pas terminer un mandat. Donc je préfère le prendre, je fais une transition de 3 ans, et je vous remets, et on organise tout. Il n'a pas de programme politique. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai appris qu'il a dit dans leur groupe, où ils ont fait une réunion à Fumban. Donc il s'est dit, et tout le monde a donc basculé dans son camp parce qu'on a dit, voilà, il a 80 ans, il est malade, il promet de faire une transition de 3 ans. Après 3 ans, nous pouvons reprendre la chose, c'est-à-dire nous, le MRC, etc. Voilà donc l'idée. Pourquoi le MRC a donc basculé dans son camp tardivement, mais ça a fait mal. D'où est-ce que vous tenez toutes ces informations, monsieur Moum? Mais c'est l'un de leurs gars qui était dans leur réunion qui a révélé ça sur les antennes d'une télévision concurrente. Il nous a expliqué comment il était là, ce qu'il a dit, comment... Leur stratégie. Oui. Il a dit ça à Mondo Vision, il nous a dit qu'il est malade,
qu'il a 80 ans et qu'il ne peut pas tenir. Mais il n'a même pas de programme. Il prend, nous, on s'assoit tous, on fait le programme ensemble. Et on révise le code électoral, on met tout à plat et on organise de nouvelles élections. Et je ne serai pas candidat après 3 ans. Et aucun des membres qui sera avec moi ne sera candidat. Voilà le consensus. Est-ce que ce n'était pas une belle offre? Oui, c'est une belle offre. D'abord, entre eux, il a gagné le suffrage avec ça. Il a évincé Bello Bouba avec ça, puisque c'était Bello Bouba qui était pressenti. Mais comme Bello Bouba, lui, il a parlé de 5 ans, enfin, je révèle ce qu'ils m'ont dit là. Il a parlé de 5 ans et qu'il a évoqué la question du 6 avril 84. Ça a effrayé le camp de Camto, le camp du MRC, qui a soutenu Chiroma. Parce qu'on s'est dit, si ce type-ci vient pour faire la revanche, pour ouvrir le dossier du 6 avril et commencer à faire, ce sera un revanchard. Donc, ils ont dit qu'ils ont pris le plus disant, comme ils ont dit. Le plus disant, ça c'est l'expression qu'ils ont utilisée. C'est-à-dire celui qui voulait la paix. Et que lui, on a estimé que c'est Issa Chiroma qui souhaitait la paix parce qu'il ne va pas ouvrir le dossier du 6 avril 84. À l'arrivée, donc, finalement, officiellement, Issa Chiroma Bakary s'en sort avec 35%. Quelle est l'appréciation que vous faites de ce score alors qu'il n'était pas attendu? Oui, lui-même, il est surpris par son score. Ce n'est pas son score, c'est le score du MRC. Et vous allez le voir prochainement lors des législatives et municipales. Parce que chacun va reprendre sa chapelle. Il ne pourra pas avoir ça. Donc, lui-même, il est surpris. Mais ça doit nous renseigner. Il y a 35% de l'électorat. C'est énorme. Qui n'est pas d'accord avec la politique du chef de l'État. Pas 35%. 35% qui a choisi Issa Chiroma. Et les autres pourcents, enfin les Bello, etc. Donc, sur 53%, on va dire comme ça, il y a donc 47% de la population qui n'apprécie pas la politique du chef de l'État. Cela nous parle. Le chef de l'État doit tenir compte de cela. Et je pense que le mandat qu'il a placé sous le sens de l'espérance est un mandat véritablement d'assise, de préparation de la sortie de scène. Poursuivons avec notre conducteur, on aura un moment consacré justement à ce mandat avec la prestation de serment qui est prévue dans les tout prochains jours. Mais Jean de Dieu Momo, on a quand même vu lors de la proclamation solennelle de ces résultats, un palais des congrès, une salle pratiquement à moitié vide, 8 candidats sur 12 absents de leur siège, pas de représentants du tout, une organisation de la société civile presque absente, une ville de Yaoundé où les populations ont décidé de se retrancher pour la majorité chez elles. Est-ce que cela, pour vous, ne présage pas l'échec du régime en place? Pas vraiment l'échec du régime. C'est l'échec, n'est-ce pas? C'est pas vraiment, c'est-à-dire, c'est une victoire en demi-teinte. C'est la première fois que le président de la République, depuis 1992, a un score aussi bas. 53%, vous l'avez d'ailleurs dit. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a des frustrations dans le peuple. Il y a 47% de frustration pour ceux qui sont allés à l'élection. Et il y a aussi les abstentions qui montrent qu'il y a de la frustration, il y a des insatisfactions. Et notamment, on pointe le chômage des jeunes, qui est une réalité dont nous devons tenir compte. Comment faire pour donner le travail à l'ensemble? Ça, c'est la préoccupation du chef de l'État. Et c'est pour ça que je dis que c'est un mandat véritablement d'espérance pour chacun et pour tous. La salle était vide, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Habituellement, c'est bondé, c'est davantage bondé de monde. Après la proclamation des résultats, c'est la célébration un peu de partout. Mais ce lundi-là, on n'a vu que les responsables du RDPC et quelques partisans célébrer, mais sans tambour ni trompette, on va le dire. Puisque je vous dis qu'il y a l'électorat du chef de l'État qui a fait défection de 71%. On est tombé à 53.
Et ces 53 là, ça se manifeste y compris dans les célébrations comme ça. Il n'y a pas eu d'exubérance, il n'y a pas eu de triomphalisme. Il y a un arrière-goût d'échec pour nous. Il y a un arrière-goût. C'est-à-dire, on a gagné, mais un peu à la Pyrrhus, si on veut. On a gagné, certes, mais on a retenu qu'il y a quand même 47% de l'électorat qui n'aime pas ce qui se passe. Et qu'il faut convaincre ces 47%. Qu'il faut satisfaire ces 47%. Il faut écouter ce peuple qui a des demandes. Et je pense que le chef de l'État est sortant. Il est entrant et sortant. Mais je pense que, comme il l'a dit, fidèle à sa promesse, c'est un mandat de l'espoir, de l'espérance. De l'espérance. On a quand même eu... Il va peut-être, je pense, faire beaucoup de choses. Avec votre permission... Je crois qu'il a attendons voir. D'ici dans les 3 ans de son mandat, je pense qu'il y aura de grands bouleversements. Parce que le message du peuple est clair. Il faut des bouleversements. Certes, je dois le dire, je suis le président du PADEC. J'observe aussi de l'intérieur comme de l'extérieur. Certains collaborateurs du chef de l'État n'ont pas été à la hauteur. Le peuple n'aime pas beaucoup certains qui sont... On nous reproche quoi? On dit qu'on est arrogant, qu'on n'est pas proche du peuple. Nous en parlerons dans un instant avec votre permission. Mais on a quand même vu un Cameroun en fête dimanche soir, le 12 octobre, et un Cameroun presque endeuillé lundi, le 27 octobre. Un dimanche soir sous célébration de Issa Chiroma Bakary, un lundi soir du 27, célébration timide de la victoire officielle du président Paul Biya, suivi des manifestations, des casses, des pillages et bien d'autres encore, reprimés avec la dernière énergie par nos forces de défense et de sécurité, avec les forces de maintien de l'ordre. Monsieur Momo, est-ce que ce n'est pas, lorsqu'on fait le kaléidoscope de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui, la preuve que le président Paul Biya, que le régime a échoué? D'abord, je ne pourrais pas... Vraiment, vos mots sont tellement violents. Vous parlez de répression avec la dernière énergie. Parce qu'il y a des mots sous les balles. Quand il y a la répression... Ça ne fait pas aussi rire quand même. Non, ça ne fait pas rire. Nous devons déplorer les pertes en vies humaines. Mais voyez-vous, la politique suscite et draine des passions. La politique, c'est comme le football. Le football draine des passions. Lorsque le Cameroun a battu l'Algérie la fois dernière, vous avez vu comment les Algériens étaient en colère. Et en général, les supporters de l'équipe qui a perdu, in extremis comme ça, sortent souvent pour casser tout. C'est pareil en politique. Je ne pense pas. Mais sauf qu'en politique, c'est encore plus dangereux parce que en politique, les gens, les concurrents tapis dans l'ombre peuvent saisir cette opportunité pour déstabiliser un pays et le détruire. Détruire dans le sens d'avoir des marchés. Parce que quand on détruit, c'est pour reconstruire. Et pour reconstruire, il faut gagner les marchés. Donc, en général, c'est ça. Et c'est en cela que c'est dangereux. Mais sinon, la politique draine des passions comme le football, c'est la même chose. En politique, lorsque un camp a gagné, il jubile. L'autre est en colère. Donc, il faut comprendre cela. Et quand l'autre est en colère, et c'est le cas avec le camp de Issa Chiroma, il espérait gagner. Ils se sont donnés à fond. Imaginez que nous aurions perdu. Peut-être que je ne serais pas dans la rue pour faire cela aussi, mais j'aurais été très chagriné, compte tenu de l'investissement personnel que j'ai mis dans cette élection. Parce que je suis allé à fond propre, personne ne m'a donné aucun rang. Moi, je suis allé à fond propre. Ce sont mes amis qui m'ont aidé à me lancer dans la campagne. Imaginez que j'investisse autant d'argent que mes amis m'ont donné pour faire ma campagne parce qu'on m'a pas associé. Mais comme dans la Maine-Noire où vous avez perdu chez vous. Je ne peux pas dire que j'ai véritablement perdu dans la Maine-Noire. J'ai gagné chez moi à Bafou. Ok? Chez moi. Mais que vaut ma victoire
dans la défaite générale. Je dis, ça noie. Ma victoire est noyée par le résultat global dans la manoir. Mais sinon, j'ai gagné chez moi. Au moins, je regarde les miens, ceux qui sont à côté de moi, avec satisfaction en me disant, ils ne m'ont pas trahi. Donc, j'ai gagné chez moi. Mais il fallait gagner dans toute la manoir. Mais je dois dire aussi que notre score dans la manoir a augmenté par rapport quand même à 2018. Je lui ai dit que le travail, je peux m'approprier ce travail en disant, le travail que j'ai fait pendant 6 ans a permis de faire en sorte que la cote du chef de l'État soit montée dans la manoir. Aujourd'hui, les scores nous renseignent que l'écart n'est pas aussi grand qu'en 2018. En 2018. Vous avez voté le 12 octobre comme plusieurs autres Camerounais et par la suite vous étiez en plein travail pour la victoire du président Paul Biya. Est-ce que vous avez observé ces images d'agents d'Elections Cameroun en train de fabriquer, en train d'apposer des empreintes sur les procès-verbaux? Non, personnellement, je n'ai pas vu cela. Voyez-vous, notre code électoral est peut-être perfectible, mais c'est un code qui permet à chaque candidat de se retrouver. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être représenté dans un bureau pour avoir ses résultats. Parce que l'ELECAM est l'arbitre. L'ELECAM est l'arbitre de tout le monde. l'ELECAM a les procès-verbaux de tout le monde. C'est l'ELECAM. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se réfère à ces procès-verbaux parce qu'il est représenté dans tous les bureaux. Vos collègues partisans du RDPC reprochent à ceux qui revendiquent la victoire de n'avoir pas les procès-verbaux, de n'avoir pas été présents justement dans les bureaux de vote, alors que l'article 56 du Code électoral justement règle cette question. Il n'y a pas obligation pour un candidat à être représenté. Tout à fait. Non, c'est un argument. Cela ne donne non plus l'opportunité à ceux qui sont en face de voler ou de falsifier. Non, non. Vraiment, les procès-verbaux de l'ELECAM font foi. Et donc, pour tricher, pour faire la fraude, il faut frauder à partir des procès-verbaux à l'origine. Parce qu'il n'y a que l'ELECAM. Donc, or, on a vu, c'est trop facile de dire qu'il y a fraude lorsqu'on a perdu. Quand vous gagnez, vous ne perdez pas. Je vous prends l'exemple de Tchang. Alors qu'on est en train de faire le décompte des procès-verbaux à la commission départementale, les lanceurs d'alerte qui ont contribué largement à endeuiller notre population et à incendier le palais de justice de Tchang et les autres édifices publics et même privés. On lançait une rumeur qu'on est en train de tripatouiller les procès-verbaux là-bas. Alors qu'il y avait le représentant du FNC, Issa Chiroma, dans la salle. L'article 67, alinéa 2 ou 3, alinéa 2, donne l'attitude à l'ELECAM de rectifier, c'est-à-dire que d'ajuster, de corriger les procès-verbaux qu'on a rassemblés. Et ça se passe à la commission départementale. Or, ils trouvent que la rumeur court, donc on est en train de tripatouiller. Voilà la population qui va et encercle le palais de justice. Et au moment où on encercle le palais de justice, j'en parle puisque j'ai été là-bas, il ne reste qu'à peu près 15 procès-verbaux à sortir, à travailler. On leur dit, patientez, c'est presque fini. On finit les procès-verbaux, les 15 qui manquaient, on fait le décompte, on voit que Issa Chiroma a gagné par, je crois, 40 quelque chose contre 39. On signe tous les procès-verbaux et le représentant de Issa Chiroma sort avec le procès-verbal en disant, nous avons gagné. Tout le monde est content. On le porte donc en triomphe pour quitter le palais de justice. Vous comprenez donc il a gagné là. Et c'est comme ça qu'il gagne aussi ailleurs, là où il n'est pas représenté. Quand il va, je ne sais pas moi, dans une région de Yokadouma, il gagne là-bas. Ou bien des indiscrétions font état de ce que le représentant du FSNC a quitté la Commission nationale de recensement de vote parce qu'effectivement, les procès-verbaux sortis des commissions départementales, à ce niveau-là, ne reflétaient plus les mêmes chiffres que ceux sortis des bureaux de vote des commissions locales. Oui, M. Kamga, vraiment vous êtes un journaliste, il faut faire des recherches. Regardez, il avait combien
il était là, il n'avait pas de procès-verbaux. Il pouvait faire donc la comparaison avec quoi? Je pense que grosso modo, ils ont disposé de moins, on parle de 1700 procès-verbaux. Il ne leur a même pas du tout été permis de faire la comparaison avec les procès-verbaux en leur possession. Non, comment? Avec quoi? Tout le monde est là. Vraiment, ça ne se passe pas quand même à huis clos. Il y a 12 partis politiques présents, 12 représentants, plus l'administration, plus Elecam. Ça veut dire, grosso modo, c'est une vingtaine de personnes qui sont là. On ne peut pas quand même tricher devant. C'est ça qui tue notre pays. C'est ça qui alimente la rumeur et qui jette le discrédit sur Elecam. Voilà, et on a dit, puisque vous parlez de ça, il y a un acteur qui était là, le représentant de Bello Bouba, UNDP, qui a dit que les autres, c'est-à-dire les gens de FSSN, de Issa Choma, leur demandaient leurs procès-verbaux. Et ils ont refusé. Ils ont demandé, ils n'ont pas osé même demander chez Cabral Libi parce qu'ils ont passé le temps à insulter Cabral Libi en disant tout sauf Cabral Libi. Donc, et maintenant, comme Cabral Libi avait plus de procès-verbaux, ils avaient besoin de ces procès-verbaux et ils ne savaient plus comment le demander. Donc, le gars, vous pouvez comparer par rapport à quoi? On a 31 685 procès-verbaux. Vous en avez 1700. Sur quoi vous allez vous baser? Et c'est cette rumeur qui tue notre pays. C'est-à-dire, ces chiffres de 1700. Ben, c'est eux qui ont annoncé, non? Je crois savoir qu'ils ont annoncé qu'ils avaient 1700. Ils n'avaient pas, en tout cas. Ils n'avaient pas les procès-verbaux. Enfin, j'ai lu ça. Hein. Chirome avait les procès. On parlait de 1700. De 18 départements dits stratégiques qui avaient le plus grand nombre d'électeurs. De toutes les façons, il paraît qu'il y a un site où vous pouvez vérifier ça. Mais de toute façon, ils n'avaient pas les procès-verbaux pour pouvoir faire la comparaison. Sinon, leur représentant à la Commission nationale devait les avoir avec lui. Comme on l'a vu avec Camto. Les maîtres Foguet, ils avaient ça quand même, le procès-verbaux, qu'ils pouvaient comparer. Ils sont venus avec. Lui, il est venu, il n'avait rien. Et ces procès-verbaux mis de côté à la commission départementale du côté de l'extrême nord, notamment à Makari, des procès-verbaux éliminés, mis de côté et qui se retrouvent à la commission nationale. Ça, je n'ai pas cette information. Et laquelle commission estime qu'on ne vient pas à la commission nationale? Je n'ai pas cette information. Recadrer, confronter vous n'avez pas cette information? Je n'ai pas cette information ou cette désinformation. Parce que ça peut être une désinformation. Vous ne dites rien là-dessus. Oui, parce que franchement, dire qu'on a laissé les procès-verbaux, c'est inouï. Monsieur, moi je suis un acteur. J'ai quand même fait l'élection présidentielle moi aussi, comme les élections locales. C'est-à-dire que je sors avec mes procès-verbaux. Chacun a les procès-verbaux. Chaque parti a ses procès-verbaux. Comment vous pouvez imaginer que Elecam va aller trop patrouiller? Moi, j'ai les miens. On va confronter les chiffres. On va confronter les chiffres. Mais la confrontation a été refusée par, la par le président de la Commission nationale. Non. Ce sont les plaintes que nous avons reçues. Ah non, ça, vous recevez vos plaintes. Je ne sais pas si vous êtes une juridiction. Merci beaucoup. Parce qu'apparemment, vous êtes une juridiction. Du tout. Nous sommes des observateurs. Et nous sommes là aussi, lorsque nous vous posons des questions, c'est pour éclairer l'opinion publique, afin que chacun puisse se faire son idée. Et puis, M. Kamga, même si vous estimez qu'à la commission, vous n'avez pas pu confronter, le Conseil constitutionnel est là pourquoi? Parce qu'on a jeté le discrédit d'abord sur Elecam. On jette le discrédit sur le Conseil constitutionnel. On dit que non, il est infiodé, ce sont les gens du RDPC. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On va faire quoi? On va aller prendre les Tchadiens ou les Congolais pour organiser notre élection. Ce sera toujours des Camerounais qui seront d'une obédience politique ou d'une autre. Il ne faut pas que les perdants puissent vraiment croire toujours qu'il y a la fraude. Je ne suis pas ici pour contester quoi que ce soit. Je constate qu'il y a un gagnant qui a peiné à gagner par rapport aux années précédentes, qu'il y a un perdant qui a eu de l'espoir, qui espérait gagner, qui, au vu, n'est-ce pas, de certains résultats, par exemple dans le littoral ou à l'ouest, a estimé, dans au moins 4 départements à l'ouest et dans le Vouri, a estimé qu'il pouvait gagner. C'est un peu comme à Blida. Lorsque l'Algérie
gagne sur le Cameroun et à la dernière minute, il encaisse un but qu'il a cloué et tous les Algériens étaient vraiment en colère. C'est la même chose. Toujours ce parallèle entre un match de football et l'élection présidentielle. Les décisions du Conseil constitutionnel sont inattaquables. Pourtant, au niveau des fédérations, on peut aller au niveau international, saisir le TAS et bien d'autres encore. Si vous voulez. Mais je vous donne une Lorsque image. le Conseil constitutionnel a parlé, on ne dit plus rien. Parce que c'est la dernière étape. Parce que vous aviez d'abord le Conseil électoral. Lorsque vous contestez la décision du Conseil électoral, vous allez au Conseil constitutionnel. En droit, en première instance, si vous perdez, vous faites appel. Vous allez en appel. Et on juge en appel, vous montrez que non, c'est vous qui avez... Et en appel, la Cour vous donne raison. Quand vous démontrez, ou pas. Si vous n'êtes pas content, voilà. Il y a pouvoir de cassation. Mais ici, on s'est arrêté au Conseil constitutionnel en dernier ressort. C'est-à-dire que la première étape passée, vous allez à la seconde, on ne va pas s'éterniser aussi là-dessus. On va aller le Conseil constitutionnel, c'est quand même la plus grande. Mais beaucoup de personnes remettent en question son objectivité. Malheureusement, ce sont les juges. Ce sont les juges. C'est comme beaucoup contestent les juridictions, n'est-ce pas, les décisions dans les juridictions. On dit que les magistrats ont fait ci, on fait... Le peuple est comme ça. Et ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Partout ailleurs, c'est pareil. Donc, on ne va pas créer, quelle est l'institution qu'on va créer qui ne sera pas dirigée par les Camerounais? Merci, M. Momon. Nous allons évoluer. Il y a eu donc des interpellations. Il y a votre combattant de lutte d'hier, Anissé Kane, qui est entre les mains du service central de recherche judiciaire avec les dieux Kamtchameni et autres. Ils sont interpellés, poursuivis d'hostilité contre la patrie, terrorisme, rébellion et bien d'autres encore. Est-ce que dans un contexte électoral qui est celui que nous avons en ce moment, ces faits, à votre avis, vous, hommes politiques, sont objectifs? Je ne sais pas, je ne juge pas le juge. Et en l'occurrence, on n'est même pas encore devant le juge. Ils ne sont même pas encore poursuivis. Je crois qu'ils sont dans ce qu'on appelle une enquête judiciaire. Donc, l'instruction est secrète. C'est une instruction judiciaire, mais il faut dire une chose en tant qu'acteur. Et Kane Anissé, c'est un combattant, comme on l'appelle, comme nous nous appelions dans l'opposition. Nous sommes des combattants de longue date, c'est-à-dire nous combattons pour la démocratie. Et Dieu Kamtchameni, un peu moins que nous, parce que lui, il a une autre obédience, il est plus révolutionnaire. Et donc, il me semble quand même que dans le cours de cette affaire, des gens auraient tenu des propos pour inciter un peu le peuple à la révolte. Donc, est-ce que c'est ça qu'on vérifie? Est-ce que ce n'est pas ça? J'en sais rien. Mais ce que je peux dire en tant qu'avocat, c'est que quand une affaire est en cours d'instruction, il vaut mieux ne pas s'aventurer. Il vaut mieux ne pas en parler. Merci beaucoup. Vous êtes sur Naya TV. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre entretien avec Jean de Dieu Momon. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale accessible. Mesdames et messieurs, chers clients, bienvenue à l'hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles. Vous venez d'horizons divers et vous avez besoin d'un cadre calme, sécurisé et classe. L'hôtel Le Quai d'Orsay met à votre disposition un cadre idéal et sain pour tous vos problèmes de détente et de discrétion.
Avec sa diversité de services, l'hôtel Quai d'Orsay vous offre une quarantaine de chambres variées, 6 appartements, 7 suites, une salle de sport, une piscine, une salle de fête d'une capacité de 300 places, une salle de conférence, un restaurant, 2 parkings pour vos véhicules, des caméras de surveillance pour votre sécurité et une buanderie. Sans oublier des navettes de service, le tout bien équipé et standardisé. Pour vous servir, l'hôtel Quai d'Orsay est doté d'une équipe de professionnels avenantes, accueillantes et parfaitement bilingues. Pour mieux répondre à vos attentes, l'hôtel Quai d'Orsay a rehaussé le standing. À l'hôtel Quai d'Orsay, venez, admirez et vivez. Hôtel Quai d'Orsay plus Sarl, mieux que ce que vous imaginez. Better than you imagine. Vous regardez Naya TV, l'émission c'est Sans Tabou. Notre invité c'est Jean de Dieu Momo, le président du PADEC qui a soutenu la candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Monsieur Momo, ce n'est plus un secret, vous êtes un ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et nous évoquions donc avant la pause ces cas d'arrestation de part et d'autre sur l'ensemble du territoire national. Il y a des manifestations qui sont réprimées, il y a des casses, les casseurs qui sont interpellés, ceux qui ont vandalisé, mais fallait-il faire usage à l'arme? Il y a quand même disproportion. Oh, je ne sais pas. D'après ce que j'ai vu, nous devons déplorer les morts qu'il y a eu. Mais ce que j'ai vu, c'est que, j'ai vu les vidéos qui circulent, c'est que les marcheurs soi-disant pacifiques n'étaient pas si pacifiques que cela. Quand vous marchez pour aller attaquer un poste de gendarmerie, qui n'était même pas en service, ils n'étaient pas dans le service de maintien de l'ordre, ils étaient dans leur brigade. Quand vous allez les attaquer, leur jeter les cailloux, et dans l'intention de les lyncher, de les tuer, il y a ce qu'on appelle en droit la légitime défense. J'ai également vu comment ils sont en train de molester un policier, un jeune policier, il courait, on était en train de le lyncher. Mais la même population, cette même population l'a sauvé. Bon, vous avez vu. Donc vous avez vu. C'est-à-dire que une partie de la population voulait le lyncher, le tuer, il était ensanglanté, et l'autre s'est interposé pour le sauver. Il n'avait pas d'armes, il n'avait rien. C'était simplement parce qu'il portait la tenue de policier. On a vu encore un autre retranché derrière un véhicule de la police. Et ils étaient en train de l'agresser là-bas, de vouloir le tuer là-bas. Donc, à ce moment-là, vous comprenez que ce n'était pas une marche pacifique. Ceux qui ont perdu la vie dans ces circonstances-là, je le déplore, mais c'est parce qu'ils voulaient donner la mort à autrui. Ce sont nos enfants qui sont dans la rue, mais c'est aussi nos enfants qui sont dans la police, dans la gendarmerie. C'est nos enfants. Et ce papa, vous voulez tuer qui? Et ce papa sorti pour aller chercher ça, je suis pas au courant. Manger à ses enfants à Douala, au quartier Bilonguet, et qui a perdu la vie sous une balle. J'entends cette rumeur, je ne connais pas. Mais je veux dire, dans une opération de maintien de l'ordre, et que la population agresse l'arme, là, moi, ce que j'ai vu, les vidéos que j'ai vues, les gendarmes ne tiraient pas dans la foule. Les gendarmes tiraient en l'air pour éloigner la foule. Et la foule jetait les cailloux. Et s'approchait. C'est ce que j'ai vu. Une balle qu'on a tirée, je veux dire, je n'explique rien. Quand vous tirez en l'air, vous ne savez pas où ça va aller. De toute façon, moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas tiré, monsieur. Monsieur, je ne suis pas... Oui. Quand vous agressez le gendarme en faction dans la gendarmerie, dans l'intention de le tuer, parce qu'il est gendarme et qu'il représente l'État, qu'est-ce qu'il fait? La légitime défense, c'est à quoi? C'est lui ou l'autre. Et c'est pour ça que je vous ai reproché de dire il n'y a pas une réaction disproportionnée ici. Donc, la réaction disproportionnée. La réaction disproportionnée.
Les armes, les couteaux, les machettes, les machins, les cailloux qu'on a vus là, ce n'est pas les armes. Vous voulez que j'adore? Le Monsieur caillou Momo, ne tue vous pas. êtes avocat, vous êtes journaliste ou vous êtes quoi au fait? Et vous savez très bien que le Cameroun est signataire du pacte international. Vous êtes journaliste ou vous êtes quoi? Les violences. Parce que vous avez pris une position. Non, nous vous Quand posons des vous questions. prenez position, vous n'êtes plus journaliste. Nous vous êtes un posons militant. des questions. Alors Au vu posez-moi de la ce question que- et laissez-moi répondre. Allez-y, au vu de ce que nous avons Au vu de observé- ce que j'ai vu Oui. dans les réseaux sociaux, les vidéos que j'ai vues, les populations agressaient la police. D'abord, ça a commencé à Garoua. Les populations ont incendié un quart de la gendarmerie. Il n'y avait pas de mort là-bas. Il n'y avait rien. Voilà vos marcheurs pacifiques qui ont incendié un quart de la gendarmerie. Ensuite, j'ai vu un autre camion citerne de la gendarmerie qui marchait à côté des manifestants ailleurs. Et c'était à Douala, c'était plus à Garoua. Donc, parlez aussi de ces cas-là. Les cas de mort ne surviennent que quand il y a risque de perte de vie pour ce gars-là. J'ai vu une autre vidéo où à Douala, ils ont encerclé un gars qu'ils ont appelé Antigan. Ils voulaient le lyncher. Ils étaient là. Tire sur moi, tire sur moi. Le gars a sorti l'arme, il a tiré, il a fait des tirs de sommation par 2 ou 3 fois avant de se frayer un chemin pour fuir. Donc ça, ce ne sont pas des marcheurs pacifiques. Si ce sont des marcheurs pacifiques, il n'y aurait pas eu de mort. Mais les marcheurs pacifiques sont allés incendier, n'est-ce pas, les stations-service. Bocom, Total. Ils se sont acharnés sur Total en disant que Total, c'est une entreprise française et que c'est les Français qui soutiennent le chef de l'État, Paul Biya. Donc, ils sont anti-français, ils veulent incendier, n'est-ce pas, les biens des Français au Cameroun. Est-ce qu'on peut laisser cela? On doit pouvoir les... Ils sont allés chez Bocom, à Congelcam. Ce sont des marchés pacifiques qui rentrent et qui brisent, qui vont porter des sacs de riz, qui vont porter les cargaisons de poissons. Nous déplorons quelque chose. Que ça dégénère comme cela. Nous avons 2 exemples. L'exemple où ils agressent la police, la gendarmerie, dans son fief. L'exemple où ils incendient les stations. L'exemple où ils éventrent, n'est-ce pas, Congelcam, prennent les poissons. Mais on a aussi l'exemple à côté où ils marchent à côté de la gendarmerie qui les protège. Au nord, à Maroua, on a vu ça. À Douala, même dans certains quartiers, on a vu ça. Donc, tous ces marcheurs-là ne sont pas pareil, c'est pas la même chose. Il y a des marcheurs, il y a des casseurs, Il y a des pilleurs. À Tchang, par exemple, ils étaient partis quand ils ont vu que leur candidat avait gagné. Ils sont partis. Pourquoi ils sont revenus 2 heures plus tard incendier le palais de justice? Je vous le révèle. C'est parce qu'ils n'ont pas incendié la salle où on était en train de faire le décompte. Ils sont allés incendier l'annexe. La salle annexe. Parce qu'il y avait les scellés là-bas et le chanvre indien. Ils ont volé le chanvre indien avant d'incendier la maison. Ils sont allés chez le recteur, ils ont cassé tout. Ils ont pillé tout, ils ont enlevé les télés. Il y a des bandits. Vous les avez vus. Ce n'est pas les marcheurs. Il y a les marcheurs et il y a les bandits. Il y a les marcheurs, il y a les contestataires, les gens qui sont fâchés. Et qui ont raison de se fâcher. Qui ont raison de dire vraiment notre... candidat a perdu, nous sommes en colère. On doit les encadrer et on les a encadrés. La police, la gendarmerie les a encadrés. Merci beaucoup. Vous avez longuement travaillé pour défendre les droits de l'homme à divers niveaux, au niveau national et même international. Je pose donc cette question à l'avocat que vous êtes. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont été interpellés parce qu'ils marchaient? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont été interpellés parce qu'ils cassaient, ils pillaient? On a ces 2 cas de figure. Oui. Comment on les traite? Oui, non, on les traite différemment. J'ai lu des communiqués de l'Union européenne ou quelque chose qui disait de libérer les gens arbitrairement interpellés. Arbitrairement, c'est un mot trop fort. Arbitrairement, s'il y en a, on va les laisser. Ceux qu'on a attrapés, puisque c'est documenté, en flagrant délit, ils vont aller devant le tribunal. Ceux qui ne faisaient que marcher auront un sort différent. Je pense que, d'ailleurs, les premiers qui ont été arrêtés et qui ont été placés
en vertu, n'est-ce pas, d'un arrêté du gouverneur, c'est-à-dire qu'ils ont été garde à vue administratif. Oui. Ces gens-là qui n'ont rien cassé, normalement, on les laisse. Après 15 jours renouvelables, on va les laisser. Mais ce sont les bandits-là qui profitent de la casse, qui profitent de la marche pour faire les casses, qui vont répondre devant la juridiction. Devant les juridictions compétentes. Oui. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous allons évoluer. Vous avez évoqué tout à l'heure cette forme d'arrogance, de mépris de l'administration envers les administrés. Vous êtes un membre du gouvernement, vous avez des collègues à qui on reproche régulièrement de ne pas se rapprocher avec humilité de la population dont ils sont en réalité les serviteurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un certain nombre de discours tenus par des membres du gouvernement peut davantage contribuer à enliser la situation? Oh, je ne dirais pas les choses comme vous avez dit, accuser l'administration. Vous savez, l'administration, ce sont les serviteurs de l'État, les civil servants, comme les Anglais disent. Vous ne savez pas quelle est la charge qu'ils ont à travailler pour la population. Et moi, j'ai plutôt le sentiment que le peuple est ingrat, parfois, vis-à-vis de ce serviteur-là. Comment ça? Oui, le peuple est ingrat. Le peuple attend. Le peuple estime, Monsieur Kamga, quand vous êtes à ma place, vous vous demandez, mais vraiment, vous avez parfois pitié du président Paul Biya, comme vous pouvez avoir pitié de moi-même ou bien des autres qui travaillent, de Laurent Esso, le ministre d'État. Parce que des gens qui travaillent pour vous, pour le peuple, ils sont insultés chaque jour. Je n'exclus pas que certains d'entre nous prennent trop de la hauteur vis-à-vis du peuple et que le peuple considère cela comme une arrogance. Mais il y a le fait que le peuple considère que nous sommes des esclaves et que vous êtes payés pour nous servir. Alors vous êtes des esclaves et travaillez. Le peuple est esclavagiste, hein, vous savez. Le peuple est esclavagiste. Parce qu'il estime que c'est notre devoir. C'est vrai, c'est notre devoir. Ce n'est pas c'est notre devoir, ce n'est pas à tort. Mais il faut les voir revendiquer dans la rue, non, dans les réseaux sociaux. Allez, qu'est-ce que tu fais ici? Va travailler, va travailler. C'est-à-dire que le peuple est patron, mais c'est un patron esclavagiste. C'est-à-dire qu'il demande, il vous met la pression. Un peu trop. Il vous met, non, c'est normal. C'est légitime que le peuple demande. Vous comprenez? Mais quand même, assouplissez. Parfois, dites du bien aussi de nous. Parfois, dites, à défaut de dire merci pour le service que nous faisons, de reconnaître quand même que nous travaillons pour le peuple. Vous voyez ces magistrats, par exemple, qui travaillent toute la nuit à juger des affaires qu'ils ont abandonnées. Vous voyez tous ces ministres là qui travaillent, qui partent de leur bureau à 2 h du matin. Parce qu'il faut signer les papiers. Certains estiment que c'est parce qu'ils veulent se servir, ils ne veulent pas servir la République. Oui, c'est pour ça que je dis que le peuple demande trop. Vous le faites, mais on ne vous encourage pas. J'aimerais. Vous savez que je viens de la société civile. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère? Parce que dans la société civile, le moindre acte que je posais était applaudi. Ici, je pose le même acte au centuple pour le compte du peuple et je suis insulté. Ça semble invisible. Et on m'insulte. Oui, et on m'insulte. C'est-à-dire que moi, je suis un acteur des droits de l'homme. Je suis au cœur des droits de l'homme au ministère de la Justice. Les dossiers que je traite sont des dossiers liés aux droits de l'homme. Les victimes des violations de la loi, c'est moi qui les règle. C'est-à-dire que je soulage tellement de gens et j'ai le mépris, je reçois le mépris, même pas merci. Donc j'aimerais quand même qu'on reconnaisse quand même quelquefois. Et je me demande même parfois ces gens-là auxquels je rends tous ces services, c'est vrai, c'est mon devoir de rendre ces services. Ils devraient quand même témoigner un peu pour moi. Bon, ils n'ont pas l'obligation de témoigner. Ils n'ont même pas une obligation de témoigner. Vous voyez, merci beaucoup. Ouais. Avant-dernière dorsale de cette émission, Monsieur Momo, il y a donc ce cas sous la main, Issa Chiroma Bakari, qui demande à ce que le peuple poursuive avec les revendications. Il y a le ministre de l'administration territoriale qui, lors de sa dernière sortie, a fait savoir que Issa Chiroma Bakari sera interpellé pour répondre de ses actes. Question un peu beaucoup plus à l'homme politique. Dans cette situation, comment on règle? C'est une situation délicate. Parce que Issa Chiroma, jusqu'à il y a 2 mois, était l'un des
un membre du gouvernement avec lequel nous travaillons. Moi, j'ai marché avec lui. On était d'ailleurs à Garoua ensemble la dernière fois. Et c'est à partir de ce jour-là qu'il a déclaré son opposition. On ne s'y attendait pas. Je veux dire, il a parlé en foufoldé, en critiquant le... Bon, on était partis ensemble, on est dans le même avion. Donc, on est un peu surpris. On ne sait même pas par où commencer. Parce que voilà quelqu'un qui a servi l'État, qui était chargé de la formation professionnelle, donc de l'emploi des jeunes. Et ce sont ces mêmes jeunes qui sont sans emploi qui le soutiennent. C'était sa fonction, c'était son travail. Donc, quand vous avez une situation pareille, ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion. Qu'est-ce qui lui a pris? Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est avec des gens? Est-ce qu'il est au service de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le même qui défendait le Cameroun, qui disait que notre pays est trop riche pour qu'on risque, n'est-ce pas, de le déstabiliser? C'est lui qui disait que notre sous-sol a d'énormes richesses. Est-ce qu'au soir de sa vie, à 80 ans, pratiquement, est-ce qu'il va sortir par une porte dérobée? Donc, ça pose des problèmes. Est-ce qu'il va détruire tout ce qu'il a contribué à construire? Ça pose des questions. Donc, nous, on regarde et je pense toujours qu'il va se ressaisir. Ou alors, s'il ne se ressaisit pas, ça veut dire qu'il est embrigadé par quelques forces occultes qui le poussent. Parce que je ne crois pas, j'arrive pas à croire que Issa Chiroma Bakari, que je connais, soit celui qui veut mettre le loup dans la bergerie. Ça m'étonne. J'arrive pas encore à bien appréhender. Et je suis sonné, personnellement. Et je pense que mes collègues aussi sont surpris. Parce que vous sortez ensemble, on est parti pour inaugurer la cimenterie de Figuier, et il n'est plus revenu. Il m'a dit qu'il montait à Mawaou, je ne sais pas où là, et parce que nous avons pris l'avion pour rentrer, et lui, il a continué. Et après, on ne l'a plus jamais revu, il a démissionné. Donc, on est surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des forces étrangères derrière lui qui convoitent ce sous-sol qu'il a protégé de toutes ces forces? Il dit être fatigué de voir son peuple souffrir. Il veut sortir le peuple de la galère, de la misère, et il estime qu'on a volé son vote. Il a attendu d'avoir 80 ans et malade pour vouloir sauver. Je pense quand même, quand on va en guerre, il faut prendre un général qui est en bonne forme pour aller en guerre. C'est lui qui veut livrer la guerre à son propre pays. C'est lui qui dit qu'il est malade. Donc, moi, en bas américain, on dirait que est-ce qu'il cherche un coup sur lequel s'accrocher pour mourir? En bas américain, c'est-à-dire dans ma langue. Dans ma langue, on dirait est-ce qu'il cherche un coup sur lequel s'accrocher pour mourir? Parce qu'il y a des gens qui, au soir de leur vie, veulent sortir par une porte qui est bruissante, enfin, je sais pas moi, éclatante, qui est différente, quoi. Donc, je ne connais pas ses motivations, mais je suis simplement étonné que quelqu'un qui connaît la réalité, et il sait ce que nous avons fait, il sait les projets que nous avons mis ensemble, qui vont soulager les Camerounais, il sait que les questions d'emploi là vont être résolues, il sait que nous avons signé des bons contrats actuellement dans les minéraux, et que l'exploitation de ces minéraux va rapporter de l'argent et des emplois. Quand je vous parle des emplois, je ne vous parle pas de 500 000 emplois au minimum. Comment on sort donc de cette situation, M. Momo? Je ne sais pas. Nous, en ce qui nous concerne, je suis comme le président de la République, je suis le mendiant de la paix. Et je pense que le président de la République, c'est un mendiant de la paix. Nous voulons simplement persuader nos amis et partenaires occidentaux de la réalité des faits. De dire, ne détruisons pas ce que nous avons patiemment construit. Et que ne le détruisons pas justement, précisément, au moment où notre peuple va en profiter. Parce que les bases ont été posées. Maintenant, il s'agit de recueillir les fruits. La plante a germé, a poussé. Les fruits vont tomber maintenant. Ce n'est pas au moment où les fruits vont tomber, dans ce septennat, que vous allez casser. Regardez, je disais que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, c'est un Camerounais
qui va exploiter le fer, n'est-ce pas, là-bas à Kribi. C'est Bougné, Dieudonné qui a ça. On n'avait jamais vu ça depuis l'indépendance. Donc c'est extraordinaire. Et c'est pareil avec la création de la Sonamine pour le contrôle, n'est-ce pas, de nos minéraux, avec les contrats qu'on a signés, avec l'exploitation c'est quoi Mini Martable là. Donc je veux dire, il y a tellement, l'arbre va produire les fruits maintenant. Ce n'est pas le moment de se bagarrer. Ceux qui se plaignent ont quand même raison. Pourquoi c'est après 43 ans qu'on cherche à récolter les fruits? Oui, ils ont raison. Ils ont raison. C'est parce que quand on sème une graine, elle prend son temps pour pousser. Et quand elle pousse, vous ne la voyez pas. C'est quand l'épi de maïs sort que vous le voyez. Quand on sème, c'est pareil quand on a planté un arbre fruitier. Le 43 ans, ça a permis de planter l'arbre fruitier dont les générations en génération vont profiter. C'est-à-dire que ça les racines sont profondes. Les racines sont profondes. Les fondations sont mises d'un grand État, un grand destin attend le Cameroun. Et les racines sont bien mises, les fondations ont été bien plantées. Donc maintenant, au septennat de l'espérance là, les fruits vont commencer à tomber. Les fruits tomberont dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est-à-dire quand ce soit dans le domaine portuaire, avec Kribi, avec Douala qui s'étend, qui va s'étendre jusqu'à Manoka, que ce soit dans le domaine des ferroviaires, que ce soit dans le domaine des minéraux. Ouais. Je parlais donc de la bauxite de Mini Martable aussi, qui va être en exploitation et qui va donner... Et bien d'autres chantiers encore sur le terrain minier. Donc, merci. Ce n'est pas vraiment le moment. Nous portons les œufs sur notre tête. Et c'est pour ça que le président de la République est un mendiant de la paix. Quand on porte les œufs sur sa tête, on ne cherche pas la bagarre. Donc nous, on ne veut pas la bagarre. On ne veut pas la bagarre avec Issa Chiroma. On ne veut pas la bagarre avec nos partenaires occidentaux. On ne veut pas la bagarre avec personne. On veut simplement continuer à collaborer, à travailler et, n'est-ce pas, à s'enrichir mutuellement. C'est-à-dire, les partenaires, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde va gagner. S'il vous était donné, en tant qu'homme politique, de donner votre avis, est-ce qu'on interpelle Chiroma? Est-ce qu'on se met à la table de la négociation? Oh, je ne peux pas véritablement donner l'avis parce que cela appartiendra aux instances qui sont en charge du dossier. Ce n'est pas le ministère de la Justice qui est en charge. Non, je parle à l'homme politique. La question est posée à l'homme politique. Du PADEC. J'avoue quand même que l'homme politique est un peu surpris. Les dommages collatéraux sont énormes. Les maisons incendiées, tout ça, qui va payer? Est-ce qu'on va passer ça par perte et profit? Est-ce qu'on peut le faire dans l'intérêt de la paix? Parce que, en fait, la paix, c'est la chose la plus sacrée. Il n'y a pas de prix. Donc, pour moi, si on doit garder la paix et l'ignorer, je prendrai la paix. Je prendrai la paix. Et que l'État puisse prendre sur lui de dédommager les gens qui ont perdu. Parce que de toutes les façons, si nous avons la paix et que nous exploitons notre minerai dans la paix, nous exploitons ce que nous avons mis en place, nous aurons suffisamment d'argent pour employer notre jeunesse. Pour améliorer les conditions de vie des Camerounais et pour payer également. Merci beaucoup. Dernière dorsale de cette émission Sans Tabou avec vous, Jean de Dieu Momo. C'est donc un nouveau septennat qui va déclencher dans les tout prochains jours avec la prestation de serment de Paul Biya dans le palais Paul Biya à l'Assemblée nationale à Yaoundé. Les préparatifs sont en cours. Vous, comment est-ce que vous entrevoyez ce septennat avec ces divisions de part et d'autre? Comment on coordonne davantage avec toutes les parties prenantes pour un septennat qui soit davantage bénéfique? Je pense que ce sera le septennat de l'union des forces vives. Concrètement? Concrètement, il faudrait prendre
aussi bien dans l'opposition radicale que dans l'opposition modérée, que dans la majorité présidentielle, pour faire une composition qui puisse satisfaire la population. L'objectif étant d'améliorer de manière considérable les conditions de vie des Camerounais. L'objectif principal, c'est de répondre aux frustrations des Camerounais. On doit se concentrer là-dessus. Faire en sorte que le Camerounais puisse être heureux, puisse jouir, n'est-ce pas, des fruits de la croissance, puisse jouir, n'est-ce pas, des retombées, n'est-ce pas, du commerce international de nos produits. Je pense que c'est un septennat, et je crois que c'est ce que le président de la République va faire. La lecture de cette élection présidentielle est claire. Une partie du peuple souffre. Il faut absolument trouver les réponses pour que cette partie du peuple ne souffre plus. Il faut donner les réponses. Et je pense que le prochain, ce septennat et le prochain gouvernement devraient tenir compte de cela. Les orientations que le président doit donner, ce sera des orientations pour améliorer, pour réprimer les frustrations. C'est-à-dire pour éradiquer les frustrations. Réprimer les frustrations. Non, oui, bon, je préfère ne pas dire réprimer. Je préfère, n'est-ce pas, l'autre terme que j'ai utilisé, il faut réfréner, il faut absolument trouver une solution pour redonner confiance aux Camerounais. Ces frustrations n'existent plus, il faut donner confiance aux Camerounais. Et vous serez prêt, c'est une question un peu personnelle, vous serez prêt à répondre aux sollicitations du chef de l'État dans un autre département ministériel pour servir davantage l'État? Bien sûr, pourquoi pas? S'il juge que j'ai les compétences dans ce département-là et qu'il m'y envoie, moi, de toutes les façons, je suis au service de l'État. Et s'il juge que vous avez suffisamment fait et qu'il faille vous reposer, donner la place à quelqu'un d'autre? Vous allez me poser cette question toujours. Chaque fois que je viendrai à votre télé, vous me l'avez déjà posée la fois dernière, je vous ai donné la réponse. Je vous renvoie à ma réponse de la fois dernière. Il y en a qui regardent cette émission qui n'ont pas regardé celle de la dernière fois. Ah, j'ai dit que c'est le président qui décide. Et j'ai dit, je répète sur votre télé, à Naya TV, que ce n'est pas moi qui fais le gouvernement. C'est le président qui fait le gouvernement en fonction des objectifs qu'il vise. Le président n'a pas d'état d'âme. Il veut l'efficacité. Nous avons besoin de rassurer un peuple. Nous avons besoin d'éradiquer les frustrations au milieu de la pauvreté. Et si le président pense qu'il y a quelqu'un qui peut mieux faire que moi, aimer la personne, moi j'accompagnerai toujours le président à partir de là où je serai. On ne peut pas servir simplement au gouvernement. On peut servir ailleurs que dans le gouvernement. Mais toujours est-il que nous devons être en symbiose. Nous devons être ensemble. Nous devons travailler pour le même objectif. Éradiquer la pauvreté dans notre pays. Faire du Cameroun un Cameroun exemplaire tel que le président de la République souhaite. Et je pense que ce sera une bonne sortie pour lui. Je crois que c'est même ce qu'il veut. Il veut que quand il sorte, le jour qu'il sortira, que le peuple le regrette. Que le peuple dit merci. Vous croyez qu'à son âge, il a encore de belles choses à offrir aux Camerounais? Tout à fait. Tout à fait, il a de très belles choses à faire. Je pense, je colporte ce que j'entends. Je crois que ce mandat est un mandat de grande réforme aussi. Il n'y a pas de grande espérance sans de grandes réformes. Le président a écouté le peuple et il y aura des réformes. Et comme je vous ai dit, d'après ce que je sais de l'homme, il cherche l'intérêt du Cameroun en premier et des Camerounais. L'intérêt du Cameroun et l'intérêt des Camerounais en premier. C'est ça qui guide son action. C'est un grand patriote. Jean de Dieu Momo, merci. Merci beaucoup, M. Kamga, de m'avoir une fois de plus ouvert les antennes de Naya TV.
C'était un honneur pour nous et merci d'être toujours disponible. Je rappelle que vous êtes le président du PADEC qui a soutenu la candidature de Paul Biya, élu donc officiellement avec 53,66%. Vous êtes également ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés dans cet autre numéro de Sans Tabou. À très bientôt avec un autre invité tout aussi chaleureux que Jean de Dieu Momo. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Mesdames et messieurs, chers clients, bienvenue à l'hôtel Quai d'Orsay plus Arles. Vous venez d'horizons divers et vous avez besoin d'un cadre calme, sécurisé et classe. L'hôtel Quai d'Orsay met à votre disposition un cadre idéal et sain pour tous vos problèmes de détente et de discrétion. Avec sa diversité de services, l'hôtel Quai d'Orsay vous offre une quarantaine de chambres variées, 6 appartements, 7 suites, une salle de sport, une piscine, une salle de fête d'une capacité de 300 places, une salle de conférence, un restaurant, 2 parkings pour vos véhicules, des caméras de surveillance pour votre sécurité et une buanderie. Sans oublier des navettes de service, le tout bien équipé et standardisé. Pour vous servir, l'hôtel Quai d'Orsay est doté d'une équipe de professionnels avenantes, accueillantes et parfaitement bilingues. Pour mieux répondre à vos attentes, l'hôtel Quai d'Orsay a rehaussé le standing. À l'hôtel Quai d'Orsay, venez, admirez et vivez. Hôtel Quai d'Orsay plus Arles, mieux que ce que vous imaginez. Better than you imagine.